Monsieur le Premier ministre. 16 départements Hier, français repartiront donc à partir de demain soir, vendredi minuit, en confinement. Un confinement aménagé, différent à certains égards de ceux qu'on a connus dans le passé. Il vise d'abord à limiter les déplacements autour du domicile dans un périmètre, un rayon de 10 km autour du domicile. Les déplacements interrégions, eux, seront rendus impossibles pour les habitants de ces départements. Les commerces non essentiels verront leurs portes fermées. Quant aux écoles, eh bien, elles restent ouvertes, même si, eh bien, pour les lycées, les effectifs passeront désormais en demi-jauge pour la totalité des établissements. Le couvre-feu, lui, reste en place, mais est donc repoussé de 18 à 19 heures pour tenir compte notamment du passage à l'heure d'été. Le Premier ministre Jean Castex qui appelle également les salariés et les entreprises surtout à recourir massivement au télétravail, 4 jours par semaine sur 5. Voilà pour l'essentiel. Roselyne Febvre, on en revient finalement à la période de novembre dernier et du deuxième confinement. Oui, et on a l'impression qu'on va être confiné dehors, un peu comme, vous savez, les poulets élevés en extérieur, quoi. On aura un peu on sera un peu en liberté dehors, et on pourra donc sortir, mais avec des limitations, effectivement, de 10 km aux alentours. Donc on ne sera pas totalement enfermé. Donc on sent bien que le gouvernement veut laisser quand même un peu de semi-liberté, mais c'est quand même un confinement qui se ressemble effectivement à celui du mois de novembre. Mais je trouve que quand même c'est extrêmement compliqué. À vouloir effectivement éviter, d'ailleurs le mot confinement est prudemment pas prononcé, oui, ou une fois. On sent bien que l'exécutif, là, essaie au maximum de donner le sentiment que les Français ne seront pas complètement enfermés, mais c'est quand même un confinement qui est dur, qui déjà pour 4 semaines, on ne peut pas se déplacer dans une autre région. Alors qu'il me semble qu'au mois de novembre, on ne pouvait pas non plus, Non, je ne me souviens pas. Une restriction des déplacements dans un rayon de 20 km autour du domicile. Voilà. Donc je me perds un peu. Merci Raphaël. Et donc voilà, je pense que Emmanuel Macron fait ça la mort dans l'âme, parce qu'il ne voulait absolument pas confiner. Il avait pris ce pari d'ailleurs il avait eu ce basculement stratégique lorsqu'il avait proposé plutôt le couvre-feu, qui était difficile aussi, mais qui était moins contraignant qu'un confinement 7 jours sur 7. Mais on va dire que le président n'a pas eu de chance. Il y a eu les variants, il y a eu le problème de vaccination, plus l'espèce de dramaturgie autour d'AstraZeneca, même si on n'a perdu que quelques jours. Les gens, en tout cas, ça a peut-être refroidi certaines velléités, et certains vont peut-être prendre la tangente de la vaccination. Ces 16 départements, en tout cas, je vous les rappelle, il s'agit de l'Eure, de la Seine-Maritime, des Alpes-Maritimes, ainsi que des 8 départements d'Île-de-France et des 5 départements des Hauts-de-France, et notamment la ville de Compiègne qui est concernée. Son maire est avec nous, Philippe Marigny, maire Les Républicains, bonjour. Freiner sans enfermer, c'est le credo qu'a voulu pousser, en tout cas, Jean Castex. Êtes-vous convaincu ce soir? Êtes-vous surtout soulagé? Écoutez, c'est une demi-mesure, somme toute, assez rassurante, et c'est quelque chose de connu. Maintenant, la tête vous tourne un peu d'un dispositif à l'autre, d'une période à l'autre. C'est un stop and go permanent, et c'est cela qui, je crois, mine la crédibilité de la parole publique. Et tout ceci pouvait-il être évité? Je ne sais pas. Jean Castex dit qu'il a tenu compte de ce que l'on a appris entre-temps de la pandémie, et donc que l'on s'adapte aussi, notamment en permettant davantage d'activités en extérieur. Mais cela, je ne le critique pas. Le gouvernement fait face à une véritable quadrature du cercle, et il lui est très difficile de trouver le juste compromis. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'on n'en serait pas là si l'on avait su s'approvisionner mieux, plus vite en vaccins et élever la couverture vaccinale de la population, mais c'est une autre affaire. Vous considérez donc que ce confinement
quelques semaines tout de même avec d'autres grands voisins comme l'Allemagne, comme le Royaume-Uni, il est dû à l'incapacité française de lutter contre la pandémie. Les voisins l'auraient mieux fait jusqu'à présent que nos autorités? Pas nécessairement. Chacun vit ses contradictions. Ce que je regrette pour la France, c'est que la priorité à donner à une large couverture vaccinale ait été défaillante. C'est cela que je regrette, parce que nous allons continuer dans ce stop and go pendant des mois et des mois, tant que nous n'aurons pas atteint ce niveau de couverture vaccinale. Comme d'autres pays, l'Allemagne en est encore à vacciner dans les EHPAD, alors que la France a quasiment terminé, comme le dit Jean Castex, sur cette population-là. C'est vrai, quand on se compare à l'Allemagne, c'est pas trop mal. Quand on se compare à la Grande-Bretagne, c'est beaucoup moins bien. Maintenant que chacun essaye de trouver son chemin original, bon, je crois que si l'on veut véritablement freiner la diffusion du virus, ce sont bien les catégories de population qui ont le plus de contacts, c'est-à-dire des actifs, des jeunes, qui devraient bénéficier de la vaccination et pas seulement les personnes que l'on comprend comme étant les plus en risque, c'est-à-dire les plus âgés. Merci Philippe Marini, maire de Compiègne. Autre maire également concerné, le maire de Stein en Seine-Saint-Denis, Azzedine Taïbi. Bonjour, merci d'être avec nous. En région parisienne, votre ville est dans le département aujourd'hui où le taux d'incidence est le plus élevé de France. On est au-delà des 500 cas pour 100 000 habitants sur les 7 jours écoulés. Cette mesure, c'est une mesure nécessaire pour protéger la santé aussi de vos administrés. Écoutez, on s'attendait un peu à cette mesure. Ce qui manque malheureusement, j'ai bien écouté l'intervention du Premier ministre, c'est qu'il n'a pas forcément annoncé une stratégie beaucoup plus, je dirais, forte pour accentuer la vaccination, y compris sur le département de la Seine-Saint-Denis, qui malheureusement est en deçà, je dis bien, les chiffres sont aussi inquiétants, autant le chiffre de 506 contaminations est déjà extrêmement préoccupant. Autant le chiffre du nombre de vaccinés qui avoisine à peine les 5% en Seine-Saint-Denis est quand même très très inquiétant. Et moi je pense qu'une des priorités fortes, parce que ici les habitants vivent la double peine déjà, double peine en effet d'être reconfinés, ce qui peut sembler nécessaire, mais surtout double peine de ne pas pouvoir être vacciné. Quand on voit que la vaccination et les centres de vaccination ici en Seine-Saint-Denis ne sont pas en nombre suffisant, alors le Premier ministre visiblement a annoncé l'ouverture d'autres centres de vaccination. Ce que moi je demande depuis maintenant près de 2 mois ici à Stein. Je ne suis pas le seul. De ce point de vue-là, vous pensez comme votre confrère ou collègue Philippe Marini qu'il faut aller au-delà des populations cibles des 60, 75 ans et plus? Les plus de 75 ans qui, pour beaucoup d'entre eux, sont déjà vaccinés, et c'est ces populations qui sont un peu plus protégées puisqu'elles restent davantage confinées, même en période de non-confinement. Par contre, il faut vraiment protéger les actifs, les personnes de moins de 65 ans, où là, d'après les résultats que nous avons obtenus, les chiffres tout récents, les populations les plus jeunes sont celles qui sont actuellement en réanimation. Et là, je pense que la stratégie pour ma part, elle est totalement, je dirais, incohérente. Et on la ressent en Seine-Saint-Denis de manière très forte, y compris dans ma ville, où la vaccination tarde. Alors là, il y a eu un coup d'accélérateur qui s'est produit ces 3 dernières semaines, où nous avons pu vacciner un peu plus de nos concitoyens de plus de 75 ans. Mais sinon, on aurait été pratiquement à un chiffre de 2% à peine de population vaccinée ici à Stein, en Seine-Saint-Denis. Et je trouve que là, c'est vraiment préoccupant. Il faut accélérer, d'une part, la vaccination. Il faut aussi regarder de quelle manière nous pouvons justement solliciter les partenaires étrangers pour avoir les vaccins. Pourquoi pas demander à obtenir les vaccins cubains, les vaccins russes et chinois, au-delà des vaccins qui sont... Oui, ils n'ont pas été homologués en France, hein. Ils n'ont pas été homologués, mais les homologations peuvent se mettre en place. Indépendamment de l'Agence européenne des médicaments, il faut être prêt à aller plus rapidement, d'après vous? Il faut aller très très vite parce que les délais qui sont donnés pour une échéance au 15 avril, au 15 mai, pour ma part, me semblent trop lointaines vu la crise sanitaire qui, je dirais, s'accélère et qui fait des ravages encore dans nos territoires.
et les premières victimes, ce sont encore les populations qui vivent dans les quartiers populaires. Et ça, pour moi, c'est intolérable. Azzedine Taïbi, vous avez dans votre ville justement une forte proportion de quartiers populaires et aussi une forte proportion de jeunes. Cette possibilité de déplacement sans limite de temps dans un périmètre de 10 km pour permettre notamment aux jeunes de s'aérer, c'est une soupape indispensable pour éviter une explosion sociale? Ça fait partie du bon sens, parce que malheureusement, en plus de la situation de gérer cette crise sanitaire, il y a aussi une situation psychologique qui pèse fortement et lourdement, y compris sur nos jeunes. Et on a besoin justement de donner la possibilité à nos jeunes, et puis à celles et ceux qui vont pouvoir encadrer ces jeunes, de s'aérer. Parce que ici, en Seine-Saint-Denis, c'est le cas ici à Stains, beaucoup de familles vivent en HLM, donc sont déjà quelque part confinées dans leur logement. Alors si en plus, on leur demande en effet de respecter le couvre-feu et de ne pas sortir, ça me pose un problème. Donc je pense qu'il faut justement créer les conditions pour que nos jeunes puissent s'aérer, mettre en place un certain nombre d'activités. C'est ce que d'ailleurs nous faisons en direction des mineurs. Mais là, il faut vraiment une véritable, je dirais, ambition très forte. Mais je maintiens sur le fait qu'il faut accélérer la vaccination. En Seine-Saint-Denis, il devrait y avoir, sur les 40 villes que compose la Seine-Saint-Denis, quasiment un centre de vaccination dans chaque ville. Et moi, je plaide ça depuis 2 mois. Je sais que les services de l'État, le préfet, la sous-préfète sont très vigilants sur cette demande, mais je ne vois pas de résultat concret. Merci. Et là, on ne peut pas. Oui. Et on peut pas. Oui, on peut pas. Dites-vous. Écoutez, on ne peut pas jouer sur la santé des habitants, et en particulier ici en Seine-Saint-Denis, où le taux d'incidence est trop élevé, trop important. Un grand merci à Azzedine Taïbi d'avoir été avec nous, maire de Stains, en Seine-Saint-Denis. On va aller voir Jean Viard dans un instant sur les conditions notamment de ce confinement. Mais d'abord, un point peut-être santé avec vous, Mircea Sofonea. Vous êtes épidémiologiste, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de Montpellier. On vient d'entendre ce que viennent de dire 2 maires de communes de France, Philippe Marini et Azzedine Taïbi, qui réclament d'ouvrir massivement la vaccination au-delà, aujourd'hui, des publics considérés comme les plus vulnérables. Les 60 ans et au-delà ont-ils raison de le faire ou est-ce trop tôt d'après vous ? Non, je pense qu'une des solutions, même à moyen terme, hein, pas très court terme, mais à moyen terme, ça sera la généralisation, la massification de la vaccination, et ce, si vous voulez, en se reposant sur la volonté, le souhait collectif de s'en sortir le plus rapidement possible. Et ça passe bien sûr par la vaccination de ceux qui le souhaiteront. Maintenant, c'est plus une question de logistique, je pense, qu'une question de volonté. Pourtant, Jean Castex vient d'expliquer que le choix qui a été fait en France de cibler des publics prioritaires est précisément ce qui permet une plus grande efficacité à la couverture vaccinale. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a 2 efficacités vaccinales. Il y a l'efficacité vaccinale individuelle, celle qui vous prémunit contre la présentation de formes graves. Donc ça, oui, effectivement, le Premier ministre a raison sur ce point. Mais en fait, ce qui est recherché par les maires que vous avez interrogés, c'est l'efficacité vaccinale collective, celle du coup qui permet d'enrayer la circulation. Et ça, en fait, elle est indépendante de l'âge. Oui, mais on ne peut pas vacciner tout le monde en même temps. Il faut bien une règle tout de même, non ? C'est pas le premier arrivé, premier servi. On est bien d'accord. Donc au début, on a vacciné, et ça, je parle de janvier, février, les personnes les plus vulnérables. Et ensuite, si vous voulez, il faut continuer dans cet ordre-là prioritairement, mais en même temps, il ne faudrait pas se priver, si vous voulez, si les moyens le permettent. Attention, moi, je ne suis pas dans... C'est bien ça le problème. Il y a quand même des limites aujourd'hui d'approvisionnement. Et donc, bien, effectivement... Qui impose de faire des choix. Ça impose de faire des choix, mais si vous voulez, il faut aussi tenir compte, et c'est là où il faut être un peu plus subtil, il faut aussi tenir compte de la démographie locale, parce que si vous avez des villes qui sont très jeunes, par exemple, et donc du coup, elles ne sont pas encore prioritaires proportionnellement à la vaccination, du coup, c'est une ville que vous privez quelque part de l'efficacité vaccinale collective. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors bien sûr, ça voudrait dire de faire dans la dentelle, de corriger pour la démographie locale, ça serait très compliqué. Néanmoins, c'est quelque chose qui, je pense, doit parler aux maires que vous avez interrogés. Roselyne Febvre, un commentaire sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est vrai que la stratégie vaccinale, depuis le début, s'il y a bien une chose sur laquelle le gouvernement, en tout cas là, n'a pas varié, c'est vraiment sur les différentes étapes de sa stratégie vaccinale.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, notamment des départements, par exemple, on pense évidemment à la Seine-Saint-Denis, où dans le fond, il y a tout un pan de la population qui n'est pas vacciné et qui finalement se recontamine. Et ça, c'est justement le problème en France. Il y a eu le problème avec les masques, il y a eu le problème avec il y a eu la polémique avec les tests, et fatalement arrivait celle sur la vaccination. Et c'est vrai que le gouvernement a joué de malchance. Parce que d'abord, on était pieds et poings liés avec l'Europe, puisque l'Europe a voulu grouper les achats, mais un peu en pinaillant sur les prix, donc en n'ayant pas assez de doses. Mais c'était aussi par solidarité, parce que certains petits pays n'auraient pas pu avoir accès non plus au vaccin. Alors peut-être l'erreur a-t-elle été à un moment de freiner cette vaccination, ces 4 jours. Alors, est-ce que ces 4 jours de perdu, moi je ne suis pas épidémiologiste ni scientifique, donc je ne sais pas. En tout cas, ce coup d'arrêt... D'AstraZeneca ? Oui, d'AstraZeneca. Est-ce que le président a bien fait de suivre l'Allemagne ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire effectivement comme les Belges qui ont continué à vacciner ? Et il suffit de regarder l'Angleterre, qui elle a tracé et a vacciné à tour de bras 11 millions de personnes. 26 millions de vaccins. 26 millions et 11 millions de personnes avec AstraZeneca. Oui. Et finalement, on en est aujourd'hui, et c'est mal vu de dire, dans le fond, les pays des échevelés blonds ont plutôt bien réussi leur coup, parce que Trump a mis des milliards sur la table pour que les vaccins se fassent, de l'argent de l'État. Et puis Boris Johnson, lui, s'est complètement désolidarisé, bien évidemment, puisqu'il n'était plus dans l'Europe, et il a fait sa propre... Le premier effet concret du Brexit, qui d'une certaine manière crédite sa stratégie. Voilà. Et je dirais pareil un peu d'Israël, qui est d'abord un tout petit pays, qui est quand même la moitié de la population de l'Île-de-France. Donc on se compare avec ce qui n'est pas comparable. Mais voilà, ce sont quand même les pays qui ont fait ce qu'ils ont voulu, qui aujourd'hui ont quand même réussi leur stratégie vaccinale et qui avaient leur vaccin, il faut dire les choses aussi. Jean Viard est avec nous, sociologue, auteur de La Page Blanche, un immense besoin de radicalité aux éditions de l'Aube. Bonjour Jean Viard. Bonjour. Vous avez entendu comme nous le Premier ministre décrire les modalités de ce qui sera donc le nouveau confinement pour 16 départements de France qui recensent à eux 16 sans doute une part presque, en tout cas oui, non négligeable de la population française. Il faudrait faire le compte exactement de combien de personnes sont concernées, mais on ne doit pas être loin de la moitié de la population française. Aujourd'hui, freiner sans enfermer, c'était devenu indispensable compte tenu des effets sociaux et sociologiques des 2 premiers confinements, et notamment du premier? Oui, si vous voulez, on est tous usés, on en a ras-le-bol, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, si vous voulez, les gens se tiennent pour pas réagir parce qu'ils ont peur du virus, parce qu'ils ont peur pour leurs plus anciens, etc. Mais en même temps, on est complètement usés, quoi. Et en plus, vous voyez, c'est compliqué parce que il y a eu des phases où on avait l'impression que l'avenir était clair. Quand le vaccin est arrivé, on s'est dit bon, puis on se rend compte que c'est compliqué, on n'est même pas sûr que ça va. Donc, en ce moment, on n'a pas de visibilité claire. Et en plus, on a quand même accepté des taux de mortalité qu'on n'aurait pas acceptés il y a un an. Il y a un an, quand il y avait 50 morts par jour, on tombait de la chaise. Aujourd'hui, on est à 300 des fois, tu vois. Donc, il y a l'acceptabilité qu'on a. Il y a le taux de mort, au fond, qu'on tolère. Il y a la saturation des médecins. Je veux dire, on a encore 2-3 mois, et c'est terrible à dire, mais où on va passer comme ça, et tout le monde va venir vous expliquer ce qu'il faut faire. En plus, on arrive en période électorale, départementale et régionale. Donc, on sait très bien qu'il va y avoir une mise en scène politique qui va compliquer les choses, parce qu'on va dire que toutes les informations ne sont pas de la part de tout le monde. Chacun va faire de la politique, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est la vie. Voilà, donc on est dans cette période. En même temps, si vous voulez, là, je crois quand même que le fait d'avoir laissé les gens sortir dans la journée, au printemps, jusqu'à 19h, ça permet quand même une immense respiration. Et ça me semblait totalement indispensable. Parce que sinon, les gens, à un moment, ils se tapent dessus. Excusez-moi, oui. Regardez la garde de jeunes, les conflits dans les ménages et les femmes battues. Enfin, à un moment, il faut respirer, quoi. L'État avait peur de la fragilité du tissu social. C'est ce qui se dit du côté de Matignon et de l'Élysée. Quel est le réel risque aujourd'hui de voir une explosion sociale, justement? Le conflit des Gilets jaunes n'est pas loin, Jean Viard, si on monte dans le temps. Oui, mais je ne crois pas tellement à ça. Je pense, si vous voulez, que vous savez, c'est toujours pareil, c'est que dans les crises, c'est après, c'est au moment où les affaires repartent qu'on se demande qui va partager le beurre, si je peux dire. Là, on n'est pas là-dedans. Il peut y avoir des explosions d'énervement,
il peut y avoir des violences, parce qu'en plus, si vous voulez, 2 grands lieux pour détendre, c'est quand même le sport et les dancing. Excusez-moi, mais il y a 2 grands endroits qui détendent les gens, ben, ils sont fermés. Donc, ça n'aide pas. Hein. Mais après, si vous voulez, tant que les gens, on a tous peur de ce virus. Donc, ça peut pousser à des révoltes ponctuelles, des gamins qui cassent un truc et tout. Bon, ça, je veux dire que c'est pas tragique, des révoltes ponctuelles. Mais en tant que mouvement large, honnêtement, j'y crois pas du tout, parce qu'effectivement, regardez comme même les jeunes à Noël, comme ils ont été sérieux. Il faut le dire tout le temps, mais il n'y a pas eu, après Noël, d'augmentation de la maladie, alors que les jeunes sont venus voir leur famille. Donc, si vous voulez, il faut le dire beaucoup, les gens se protègent, les gens sont prudents. Il y a peut-être 10% des gens qui ne respectent pas les règles, et c'est eux qui diffusent la maladie, il faut le dire aussi. Si la maladie se diffuse, c'est parce qu'il y a des gens qui portent le virus de corps à corps. Le virus ne passe pas à travers un papier chewing-gum. Donc, c'est bien comme ça que ça fonctionne. Voilà. Mais après, si vous voulez, je pense que là, on a lâché un peu d'air. Le sport des enfants, c'est très important aussi. Vous voyez, on fait tout pour essayer de détendre un peu, je dirais, le besoin qu'on a de courir et de sauter en l'air. Les affrontements entre bandes qui ont fait quand même plusieurs victimes ces dernières semaines, Jean-Pierre, est-ce que ce n'est tout de même pas ça l'un des effets des précédents confinements et qui risque à nouveau de porter d'une certaine manière ces effets ? Disons, quand on regarde les chiffres, je ne suis pas spécialiste de la sécurité, mais si vous voulez, il n'y a pas tellement plus de victimes cette année que les années d'avant. Mais de toute façon, disons que ce n'est pas bon, évidemment. C'est des indicateurs. Moi, je préfère l'indicateur des femmes battues parce qu'il est beaucoup plus clair, si vous voulez. C'est exactement la même chose. Donc, c'est pour ça aussi que, vous savez, s'ils ont rétabli le sport pour les enfants, etc., ils ont dû penser au problème des bandes et au fait que, y compris parce que le sport, ça vous apprend à faire des choses en commun. Je veux dire, ça vous apprend à être un groupe, à régler un groupe. Alors que là, quand on revient à ces bagarres de bande, il y en a toujours eu. Hein, je veux dire, il ne faut pas non plus faire comme si on les avait découvertes. C'est un problème d'identification du territoire pour certaines jeunes, souvent des garçons, mais pas uniquement. Voilà. Donc, mais c'est pour ça que je dis, si vous voulez, ils ont lâché un peu de soupape parce qu'ils savent très bien qu'il va y avoir 3 mois extrêmement difficiles et il y aura à droite et à gauche des incidents. Regardez aussi les théâtres occupés, je crois qu'il y en a une vingtaine, etc. Parce que chacun trouve que lui n'est pas dangereux, ce qui est vrai. Ce qui est dangereux, c'est ceux qui ne respectent pas la règle. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que chacun dit à toute bonne foi, mais chez moi, tout le monde... Oui, si tout le monde respectait les règles, il n'y aurait plus de virus. Donc, si vous voulez, ça veut bien dire que c'est les gens qui ne respectent pas qui transmettent la maladie et c'est pour ça qu'on est obligé de se confiner encore quelques mois. Merci Jean Viard d'avoir été avec nous. Un dernier mot, Roselyne. On évoquait ces dernières heures la possibilité d'un nouvel état d'urgence sanitaire qui pourrait avoir des répercussions directes sur le calendrier électoral puisque les régionales sont prévues au mois de juin. Que peut-on dire à l'heure actuelle ? Elles auront lieu ces élections ou pas ? Apparemment, l'état sanitaire va être prolongé. Donc ça va être la grande inconnue, bien évidemment. Va-t-on voter au mois de juin ? Je crois que si je vous répondais, j'irais droit dans le mur puisque je vous dirais une bêtise. Pour l'instant, la date est prévue, bien évidemment. Le calendrier est là. Maintenant, la situation sanitaire, où en sera-t-elle au mois de juin ? Voyez-vous, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, Gabriel Attal nous disait on va retrouver une vie normale mi-avril. On en est loin. Donc aujourd'hui, faire, à mon avis, un calendrier je trouve est très compliqué pour les politiques parce qu'ils sont démentis par eux-mêmes, en fait, au bout de quelques temps. En revanche, donner de la perspective et leur dire voilà comment sera l'après, quel est pour le coup, cette fois, le calendrier, comment on revient à une vie normale, qu'est-ce qu'on rouvre en premier, quelle perspective on a pour les Français, ça c'est important de leur donner cette perspective. En revanche, un calendrier en disant on vous promet que vous pourrez aller en terrasse dans un mois et revivre normalement à la mi-avril, je crois que c'est appelé à être démenti. Et les régionales, si c'est important, c'est parce qu'on a en ligne de mire juste derrière la présidentielle avec des acteurs de sa jeune qui pourraient évidemment voir leur destin parce changer. Que Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Anne Hidalgo, Laurent qui sont Wauquiez, des candidats potentiels à la présidentielle. Donc bien évidemment, tout ça est très politique. Une présidentielle qui sera à suivre, je vous le dis avec un peu d'avance, avec Roselyne Febvre sur France 24 l'année prochaine. Mais il y a toute une campagne qui va débuter cette année. Oui, et d'ailleurs, quelle tête elle aura cette campagne ? Parce que le vieux meeting de papa où tout le monde applaudit, ils sont 1500 dans une salle, je ne sais pas si ça sera possible. Campagne inédite. On verra ça avec vous, Roselyne. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition spéciale. Restez avec nous. Un nouveau journal dans 8 minutes sur France 24.